merci de nous rejoindre en direct sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de la semaine éco. L'Algérie relance son secteur minier avec des méga-projets visant à diversifier l'économie nationale. Le gisement de fer de Garage Billet est au cœur de cette initiative avec un potentiel de pas moins de 3,5 milliards de tonnes de minerais de fer brut. C'est une valeur pratiquement de 500 milliards de dollars. S'il est revendu en l'état, sa valeur augmentera une fois raffiné et transformé ici en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, insiste sur la nécessité de valoriser les ressources minières, soulignant l'importance de créer une valeur ajoutée locale. Le projet de Garage Billet, supervisé par Ferral et un consortium chinois, vise à soutenir la métallurgie, atteindre l'autosuffisance en fer et promouvoir les exportations algériennes. D'autres projets, on en parlera également, comme le complexe sidérurgique de Béchar et le méga-projet de phosphate à l'est du pays, contribuent aussi à stimuler l'économie, à diversifier les activités et à renforcer les capacités nationales. Des partenariats aussi internationaux tels que le projet de zinc et de plomb de Talla Hamza et des réformes réglementaires, notamment une nouvelle loi en préparation, sont également mis en œuvre pour favoriser le développement de l'industrie minière, attirer les investissements et promouvoir le transfert de technologies. Et pour en parler, je reçois ce soir mes invités autour de ce plateau. Monsieur Messoud Houfani, vous êtes directeur général de Goldim, vous êtes conseiller également du ministre de l'Énergie et des Mines. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Monsieur Mouloud Issaad, vous êtes docteur en géologie minière et maître de conférences au département de géologie de l'Université de sciences et technologies de Oued Boumediene à Bab Zouar. Merci, monsieur Issaad Mouloud, d'avoir accepté notre invitation également. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis avec nous également Mohamed Achir, docteur en économie, enseignant à l'Université Tizi Ouzou, consultant de l'émission. Merci, monsieur Achir, d'être encore avec nous sur ce plateau, nous éclairer de vos, bien sûr, points de vue économiques sur les projets, notamment les projets miniers qui nous intéressent ce soir. Merci. Alors, l'Algérie relance son secteur minier, on vient d'en parler, bien sûr. L'occasion pour nous d'abord de parler de ce virage qui a été amorcé par notre pays. C'est un virage important dans la gestion de ses ressources naturelles. Il est important de dresser d'abord un constat sur nos vraies ressources minières. Et je vous pose la question, monsieur Houfani, pour commencer. Nos réserves dans le domaine minier, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous représentez le ministère, vous êtes expert, vous avez 45 ans d'expérience dans ce domaine. Où se place l'Algérie de par ses potentialités minières? Très bonne question par laquelle il fallait commencer. D'abord, avant de parler développement, il faut savoir ce qu'on a. D'accord? Je ne vous cache pas que l'Algérie est un grand pays du point de vue superficie, disons-le, en Afrique c'est le premier pays, mais en matière de ressources minérales, il n'est pas trop loin de jouer le premier rôle. On peut situer nos ressources minérales connues jusqu'à aujourd'hui à la 9e, 10e place. Au niveau africain. Continental. Continental. Oui. C'est déjà pas mal. Alors, ce qui est spécifique à notre pays, c'est que nous avons des structures géologiques, disons-le, du point de vue métallurgique, spécialisées pour les métaux et les minerais. Si on prend la partie nord de l'Algérie, elle est connue pour ses métaux de base, c'est-à-dire le plomb, zinc et le cuivre, les minéraux industriels, entre autres le phosphate, la barite, la bentonite et tout ce qui vient après, les kaolins et tout ça. Nous avons le fer dans la partie nord-est de l'Algérie. Si on va vers le sud, dans la plateforme saharienne, c'est tout simplement les hydrocarbures. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres gisements de métaux de base à rechercher. Après, on descend sur les structures du sud, c'est ce qu'on appelle les socles. Nous avons le Hogar, qui est connu pour ses gisements d'or, son potentiel d'or, qui est connu pour son potentiel de métaux rares, qui est connu pour son potentiel d'uranium, qui est connu pour pas mal d'autres substances intéressantes, telles que les pierres semi-précieuses, et j'en passe. C'est-à-dire que la richesse du Sud, elle est aujourd'hui avérée. Elle est avérée, et c'est pour ça que nous avons, sous les orientations de M. le Président de la République, nous avons lancé des programmes spécifiques. On en parlera. On va revenir. En cours d'émission. Allez-y. Je termine. Donc, si on va au sud-ouest, vous avez les églabes, tout ce qui est, il y a de l'or et de molybdène et tout ce qu'on veut. Et puis, le bon Dieu nous a donné le gisement de Garage Billet.
Et si on va vers le Béchar, nous avons un potentiel en manganèse, baryte, fer, charbon, et je vais vous étonner, du zircon, et du titane, et quelques indices de terre rare. Voilà, je vous ai brossé un peu. C'est un constat assez détaillé sur un peu les richesses dont regorge le pays. Je voudrais écouter aussi M. Mouloudi Saad. Vous êtes docteur en géologie, vous êtes souvent sur le terrain avec vos équipes. Vous constatez également cette richesse sur le sol, que ce soit en surface ou parfois vous faites des prélèvements aussi, notamment dans le sud? Oui, bien sûr. Il est incontestable que pour certaines substances, la richesse est bien là. Mais, c'est-à-dire, pour un peu synthétiser les choses et expliquer un peu, donner une image globale pour un peu vulgariser pour les téléspectateurs, il faut savoir que, comme a dit M. Houfani, on a quelques familles d'éléments qui sont très intéressants et dont la ressource est prouvée et la valorisation est possible en théorie, bien sûr. Donc, premièrement, nous avons, comme vous avez parlé pour le fer, il y a d'énormes potentialités qui sont à 95% du côté de Garaji Bilad. Et pour le faire, pour simplifier un peu les choses, je dirais qu'il y a 3 catégories de gisements actuellement. Il y a Garaji Bilad, les gisements qui atteignent le milliard, à savoir Garaji Bilad et Mchir Abdelaziz. Il y a en deuxième position, on l'oublie, on a tendance à l'oublier, mais Ounza Boukhadra a encore un bel avenir devant lui. On parle dans quelle région? Toujours du côté de Tébessa. Côté Tébessa. Oui. Bon, la plupart, ce sera dans le nord-est pour les métaux. Oui. Donc ça, et on a plein de petits gisements de fer qui se distribuent un peu dans le nord-est de l'Algérie et un peu vers l'ouest, qui en général alimentent toute l'industrie, toute la cimenterie algérienne, tout ce qui est autour des cimenteries. Ça, c'est pour le fer grosso modo. Ensuite, bien sûr, il y a le phosphate. Le phosphate, on a 2 principaux district, on peut dire, du côté d'El Kouif et bien sûr du côté du Bel Ankh, avec des potentialités qui, la même chose, c'est-à-dire le fer et le phosphate sont les seuls à atteindre le milliard. Donc on utilise le milliard pour ces catégories. C'est des réserves importantes. C'est des réserves extrêmement importantes. Surtout pour le phosphate, c'est incontestable. Même l'Algérie a aussi une longue tradition de l'industrie du phosphate. Puis par la suite, on a ce qu'on appelle les métaux de base. Principalement le plomb et le zinc. Nous, dans les encadrements, quand on fait du terrain avec nos étudiants, on travaille énormément sur le plomb et le zinc. Et le plomb et le zinc, les ressources sont très importantes, avec principalement le gisement des Mizoul qui est extrêmement important. Et puis on a plein d'autres indices dans le sétifien. Il y a une mine qui fonctionne actuellement au niveau de Chabat el-Hamara. Enfin, bon, le panorama est énorme, je vais essayer de résumer un peu. Oui. Ensuite, en descendant vers le sud, on a les fameux métaux rares, à savoir l'étain, wolfram, plein de potentialités, où là, en termes de faisabilité, en termes de connaissances, pour tout ce qui est étude de valorisation, c'est un degré moindre que le phosphate et le reste. Et bien sûr, il y a l'or qui actuellement est exploité dans la mine de Tirak Amsmassa. Et ça fait, je crois, depuis le début des années 2000. Monsieur Hachir, on parle un peu d'un secteur qui a été longtemps sous-exploité, peut-être un peu médiatisé sur certains aspects. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur minier représente peut-être cette alternative aussi qui pourrait galvaniser un peu notre économie? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on relève quand même ces dernières années un intérêt particulier accordé à ce secteur. On le relève d'abord dans le discours du président de la République qui a insisté plusieurs fois sur la nécessité de développer le secteur minier. Qui a été longtemps oublié. Longtemps, effectivement. Et là, on vient quand même du côté des spécialistes qui confirment que le sol et le sous-sol de notre pays regorgent des ressources, des matières minérales de qualité et diversifiée. Et cela va constituer justement un levier important pour le développement économique et social de notre pays. Donc le secteur minier peut être quand même un catalyseur aussi en amont de l'industrialisation aussi du pays, mais aussi du soutien au secteur agricole. Donc le développement du pays doit s'appuyer sur ce secteur. Parce que c'est d'abord un avantage comparatif. Et ce n'est pas tous les pays du monde qui ont ces ressources minières, minérales. Et ça, il faut justement l'exploiter d'une manière efficiente, bien entendu, de façon à viser des objectifs de développement national,
de plusieurs secteurs, de l'industrie, de l'agriculture, mais aussi à créer tout un développement social, parce que le développement du secteur minier il cadre aussi avec des objectifs de l'aménagement du territoire, de développement de plusieurs régions du pays. Donc il peut être justement utilisé comme un effet de levier pour le développement et le rééquilibrage de développement de certaines régions. Quand on parle par exemple de la wilaya de Tindouf, donc qui regorge cette ressource importante de Garage Bilet. Donc le président a parlé d'une ville minière. Donc voilà comment on peut, c'est-à-dire faire de cet avantage comparatif minier comme un levier de développement, non seulement en termes de transformation et de valorisation de ces ressources minières, mais aussi avec un impact aussi global qui touche au développement économique et social. Alors, le président de la République avait décidé d'ailleurs d'allouer une enveloppe pour développer un peu la région de Tindouf, un peu dans le sens que vous êtes en train d'exposer, bien sûr, avec cette perspective aussi d'exploiter cette mine qui fait parler beaucoup d'elle, Garage Bilet, avec son potentiel énorme en termes de fer. Est-ce qu'on pourrait en connaître un peu plus sur le potentiel justement de cette mine et un peu l'étendue de son exploitation? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en phase d'aller vers une exploitation effective et dans quel délai? Oui, on peut répondre à cette question puisque Monsieur le Président de la République nous a rendu l'honneur de visiter pour la première fois un gisement, site, oui. un gisement. Oui. Donc, et nous le remercions beaucoup pour être venu. C'était tout un symbole qui porte un intérêt particulier au projet. Oui, c'est un grand symbole et nous le remercions beaucoup parce qu'il n'y a pas que la visite qu'il a faite, il nous a toujours encouragés pour la relance du secteur minier. Et on va en parler par la suite. Alors, pour le cas particulier de Garage Bilet, aujourd'hui c'est le sujet numéro 1, disons-le, dans le secteur minier de notre pays. Pourquoi il devient le sujet numéro 1? Tout d'abord, nous avons une ambition de fabriquer de l'acier liquide à partir des années 2025 à 2030. Nous avons besoin de fabriquer 13 millions de tonnes. Et il nous faut les 20 millions de tonnes de minerais. Si on fait le point, comme l'a dit tout à l'heure mon ami, il y a les gisements de fer de Ouenza Boukhadra qui sont dédiés, disons-le, principalement au Hadjar, Sidar. Oui. Donc il fallait trouver une autre ressource. Une alternative. Et la meilleure alternative, oui. Elle est là, Rabbi Tahana, c'est Garage Bilet. Alors Garage Bilet, c'est 3 gisements. Le premier gisement, Garage Bilet Ouest, qui est étendu sur une superficie de 15 000 hectares. Nous avons travaillé 5 000 hectares, nous les avons étudiés et nous avons dégagé 3,5 milliards de tonnes de ressources de fer de bonne qualité. Alors, justement, en parlant de qualité, justement, allez-y. Laissez-moi. Je sais que vous allez sur un... Je vais continuer. Alors, sur les 3,5 milliards de tonnes, nous avons pu identifier 1,7 milliard de tonnes de réserves économiquement exploitables. Quand on dit économiquement exploitables, donc ce sont des minerais qui deviennent traitables. Parce que la problématique au début, c'était la présence d'un niveau assez élevé de phosphore, jusqu'à 0,8%. Aujourd'hui, les études de laboratoire et des essais technologiques que nous avons effectués en Chine, en Russie, en Allemagne, nous ont donné un produit marchand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la technologie, enfin, nos partenaires ont la technologie que nous allons mettre en place, pour déphosphoriser le minerai de fer. Je vais y arriver. Oui. Donc, du coup, ce potentiel devient intéressant à mettre en valeur pour compenser les besoins et pour continuer dans la relance de la production de la sidérurgie. Alors, c'est pour ça que nous sommes attelés au lancement de ce projet. Et nous avons commencé l'ouverture de la carrière de Garage Bilet Ouest quand on s'est déplacé le 30 juillet 2022 déjà. Donc il y avait l'inauguration officielle et les engins ont commencé à travailler. Évidemment, nous allons travailler
petit à petit, en avançant sur un planning bien identifié. Or, ce planning bien identifié a des objectifs. Pour commencer à atteindre ces objectifs, nous allons, en application des instructions de M. le Président de la République, construire une cité minière sur le site. Plus que ça, pour montrer notre justesse dans comment on appelle ça, dans la répartition de la richesse et de l'emploi, nous allons créer une usine au niveau de Garadji Belet qui va faire du pré-traitement. Nous allons pré-traiter le minerai, une usine de 4 millions de tonnes. Ça va donner de l'emploi. Donc, ce projet va se faire avec nos partenaires chinois? Avec nos partenaires chinois. Le consortium chinois? Consortium chinois CMH, et nous avons des accords avec Tosiali, pas mal de partenaires que je ne vais pas... On va essayer d'en parler. Oui. À tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous avons arrêté une stratégie qui consistait, avant d'atteindre en 2042, la production ou l'extraction de 50 millions de tonnes de fer. Pour atteindre cet objectif, donc, il y a lieu de faire un suivi régulier, tout d'abord par la construction d'un chemin de fer. Monsieur le Président de la République est allé sur le terrain et il a inauguré le lancement de ce projet. À l'horizon de 2026, nous aurons le chemin de fer. Tout le chemin de fer qui va être tracé. Parce qu'il faut rappeler aussi que l'exploitation minière de Garadji Belet impose aussi tout un travail de logistique. J'arrive. Oui. Donc, vous avez raison, ça demande un travail de logistique, un travail de préparation, mais l'avantage qu'on a, on a un gisement d'exploitation facile, qui n'est pas couvert. Oui. Il est en surface, en open pit. Il n'y a pas de couverture, les minerais sont friables, donc il n'y a pas d'énergie à dépenser, et des épaisseurs très intéressantes de 15 mètres. Donc l'enrichissement qu'on veut faire, on veut passer de 55% jusqu'à 62-65% de fer. C'est ce qui est normal pour faire des produits de qualité. Exportable. Bon, alors la première plateforme, on va travailler, nous avons scindé le projet en deux volets. Le premier volet, c'est-à-dire 2023-2033, il y aura une plateforme à construire sur 500 hectares sur une superficie de 1400 hectares au niveau de Béchar. Toutes les usines vont être installées là-bas. Et là, on va produire à l'horizon de 2033 13 millions de tonnes de produits marchands qui se répartissent comme suit. Donc 10 millions de tonnes de concentré et de pellets, 2 millions de tonnes de briquettes, et 1 million de tonnes de billes et de brames. C'est-à-dire la première plateforme. Mais on ne va pas s'arrêter là. Nous sommes en train de penser à une deuxième plateforme d'équivalent volume et d'équivalent résultat à installer au nord de Béchar. Ce sera peut-être la région de Naama, je dis bien peut-être. Les études sont en train de se faire. Et au bout en 2042, 2043, nous aurions terminé les objectifs, nous aurons certainement, Inch'Allah, atteint les objectifs ouais. Qui seront de 25 millions de tonnes de produits marchands. Produits marchands. Produits marchands. Donc j'ai parlé dans la première plateforme, 13 millions, et après on va faire 12 millions, donc total c'est 25 millions de tonnes de produits marchands. Alors, puisque j'y suis, allez-y. Là, il y a l'emploi. On va essayer de laisser la parole à M. Issaad Moulouk pour parler aussi du gisement. Avant de passer à l'emploi, on en parlera tout à l'heure. Ah, d'accord. On voudrait revenir un peu sur les potentialités minières du gisement de Garadji Belet. On vient d'entendre un exposé assez complet, assez complet. Hein. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer la chose. Mais est-ce qu'on pourrait connaître un peu ce travail, vous qui êtes universitaire, vous avez travaillé sur ce gisement. Est-ce que aujourd'hui les potentialités qui sont annoncées, est-ce que ça présage d'un niveau de production soutenu et que ces objectifs qui vont être tracés vont être vite atteints? Eh bien, si on revient aux chiffres de tout à l'heure, c'est que si on prend le potentiel algérien en minerai de fer, en excluant Garadji Belet, on tourne actuellement autour de 200 millions.
En rajoutant Garage Jubilet, on parle de milliards. Donc vous voyez à quel point c'est un écart important. C'est un mastodonte de la sidérurgie algérienne. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut savoir aussi que on a tendance un peu à confondre les choses, c'est-à-dire on compare l'Ounza Boukhadra à Garage Bilad, on compare Garage Bilad à ce qui se fait aussi en Mauritanie, c'est-à-dire qu'on a tendance à croire qu'un gisement, c'est quelque chose d'uniforme. C'est que quand on dit qu'on a un gisement de fer, c'est les mêmes caractéristiques partout. Or, c'est complètement différent. Pour parler spécifiquement de Garage Bilad, on dit, comme a dit M. Houfani tout à l'heure, c'est que c'est un gisement particulier de type ferrolytique. C'est un type de minerai ferrifère qui a été exploité pendant très longtemps en Europe, dans les mines d'Alsace-Lorraine, tout le monde connaît ça. Donc pendant très longtemps, il a fourni jusqu'à 80%, ce type de minerai. Il a fourni plus de 80% du minerai de fer consommé en Europe à une certaine époque. En Algérie, on a principalement Garage Bilad et on a, je crois, un seul ou deux qui a été exploité à l'époque dans la région d'Oum-le-Bouagui à Ain-Bebouch avec les mêmes caractéristiques. Ces caractéristiques-là le rendent intéressant. Évidemment, comme a dit M. Houfani, le fait qu'il soit affleurant, c'est extrêmement intéressant. Mais aussi, ça a certaines problématiques en termes d'impureté, en termes d'enrichissement, qui ont pris du temps. Les études ont pris extrêmement beaucoup de temps dans le traitement pour le phosphore dont a parlé M. Houfani. Donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et aussi, il y a le gisement lui-même, et il y a le procédé d'enrichissement qui va avec. Certes, certaines impuretés ont nécessité beaucoup d'études, mais il y a aussi d'autres problématiques, comme par exemple, je dirais, l'alimentation en énergie de l'usine de traitement, de l'enrichissement. On ne rentre pas encore dans la sidérurgie. Là, on est dans le gisement lui-même. Dans le pré-traitement. Exactement. Il faut savoir que le pré-traitement, comment on dit, c'est la préparation mécanique du minerai, c'est-à-dire en quelque sorte réduire la dimension du minerai abattu. Ça, dans certains projets miniers, ça atteint 95% de la consommation en énergie de l'unité d'enrichissement. Est-ce que cela pose un problème pour nous? C'est-à-dire pour un problème énergétique, je ne parle pas de problème, moi je parle de défi à relever. C'est différent. Oui. Donc ça, c'est aussi un problème qui a pris du temps. Si j'ai donné ces exemples-là, c'est pour comprendre qu'un projet minier, pour qu'il soit développé, nécessite beaucoup de temps. D'études. On dit entre 10 et 15 ans. Donc les choses doivent prendre le temps parce qu'il y a énormément de facteurs intrinsèques, c'est-à-dire liés au gisement lui-même, à ses caractéristiques, et extrinsèques relatives au marché, par exemple. Donc le fait qu'on lance ce gisement actuellement, c'est aussi, d'une certaine manière, entrer dans toute une géopolitique du fer dans le monde qui implique le Brésil, l'Australie, la Chine. C'est-à-dire l'Algérie veut se placer aussi sur ce principe géopolitique avec nos réserves qui sont aujourd'hui à faire valoir. C'est un argument à faire valoir. Pour donner quelques chiffres, actuellement l'Algérie, les chiffres ne sont pas continus, mais ne sont pas constants. C'est entre 1,5 et 2 millions de production par an, un peu plus que 2 millions, c'est à peu près ça. Le besoin national tourne autour de 9 millions, à peu près. Et avec les chiffres qu'a donné M. Houfani tout à l'heure, on voit qu'on passe à un stade supérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va transformer la sidérurgie algérienne et tout ce qui va en découler en termes d'emploi, d'entrée, de plein de choses. Justement, M. Haché, en termes d'emploi, il y a tout un écosystème qui va se créer autour de ce projet, notamment à Tindouf et à Béchar également, puisqu'on parle un peu de création d'unités sur pas moins de 500 hectares, si je reprends le chiffre qui a été donné par M. Houfani. C'est des unités qui vont drainer beaucoup d'investissements et par là même créer de l'emploi. Tout à fait. Donc, déjà, il faut relever cette ambition stratégique. C'est un secteur qui est placé comme stratégique pour se placer au niveau mondial par rapport à l'industrie sidérurgique, métallurgique, mais aussi par rapport à l'exploitation du minerai de fer. D'autant plus que nous avons ces ressources qui sont abondantes. Donc là, l'Algérie est en train justement de se positionner comme une puissance en la matière. Et ça, c'est déjà, de point de vue politique, c'est très important. Du moment qu'il y a cette volonté de se positionner, il y a cette stratégie de travailler. Donc, quand on parle d'un plan jusqu'à 2033, donc c'est du long terme. Donc ça, c'est déjà bien. Donc, on est dans une planification stratégique et le cap est fixé pour devenir effectivement une puissance
sidérurgique. Ça d'une part. D'autre part, maintenant, bien entendu, les retombées économiques qui sont énormes, mais aussi sociales. D'abord, si on fait juste un petit rappel, on enseignait dans l'économie, la révolution industrielle a commencé aussi avec la métallurgie et la sidérurgie. Donc c'est la base un peu, hein. Oui. Donc ça c'est très important. Et l'Algérie aussi, il ne faut pas oublier qu'il a maintenant une autre ambition, c'est l'ambition de l'industrialisation. Ou la réindustrialisation, parce que on avait commencé l'industrialisation des années 70, mais réindustrialiser le pays, donc il y a toujours nécessité d'exploiter nos ressources et nos matières premières, notamment le secteur minier. Donc le secteur minier, il faut le considérer comme un secteur potentiel pour diversifier l'économie algérienne, pour la faire sortir de cette dépendance des hydrocarbures. On exporte toujours donc plus des hydrocarbures, gaz et pétrole, alors qu'on a un potentiel énorme dans le secteur minier. Maintenant, en termes, d'abord, tout au long de ce processus, effectivement, quand on lance des projets très importants comme Raj Bilat, donc il y a tout un écosystème qui se développe, ou bien ce qu'on appelle des chaînes de valeur locales. Il y a toute une chaîne de valeur locale. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a l'articulation de plusieurs secteurs dans cette chaîne de valeur locale qui est tirée par l'exploitation du minerai de fer. Alors comment ? D'abord, vous avez toute la chaîne de production. Donc, il y a des usines de première transformation. On parle à Béchar, etc., à Tindouf. Donc, il y a tout un travail qui se fait. Donc, on n'est pas dans une activité réduite tout simplement à l'extraction de la matière. Donc, on est dans la phase de transformation. Donc, oui. Ça, on avait parlé de la transformation de pellets et tout, qu'on importe aujourd'hui, qui est encore importé pour alimenter notamment des unités de production comme celle d'AQS. C'est $2 d'importation. Absolument. D'ailleurs, le président a insisté sur la nécessité de transformer ces minerais. Donc, après, en plus de ça, donc, on a un effet d'entraînement, parce que le développement il se fait par des effets d'entraînement. Donc on a cet avantage comparatif d'abord, mais il y a un effet d'entraînement pour développer plusieurs secteurs. Donc en plus de secteurs de l'industrie sidérurgique et métallurgique, on a aussi d'autres secteurs qui vont se développer à travers la sous-traitance. Et c'est l'activité justement de sous-traitance qui crée beaucoup d'emplois. Et c'est ça ce qui est visé. Justement, si on arrive à créer des grands pôles comme ça, comme un pôle Tindouf, un grand pôle de l'exploitation de la sidérurgie, etc., bien entendu avec des grandes entreprises comme Tossiali par exemple, qui va produire, je pense, bientôt l'acier plat. Et quand l'acier plat aussi, on l'aura, c'est-à-dire on va l'utiliser pour la fabrication automobile, pour l'électroménager. Donc vous voyez un peu comment que l'effet d'entraînement. On parlait aussi de l'automobile, de l'emboutissage, on en parlait il y a quelques semaines. Donc vous voyez un peu, on démarre toujours du minerai de fer. Et puis on arrive jusqu'au produit fini industriel. Donc ça, et puis on a parlé de développement de chemin de fer. D'abord, l'Algérie elle a déjà un programme de 15 000 kilomètres de chemin de fer. Donc il faut de la matière pour ce chemin de fer. Donc ce qui est important, quand j'ai parlé de les chaînes de valeur locale, c'est cette capacité d'intégrer plusieurs secteurs dans une stratégie de long terme. Et l'avantage qu'on a aussi est que les autres pays que vous avez cités, Brésil, etc., ou peut-être d'autres pays qui n'ont pas peut-être, c'est que nous avons aussi un avantage comparatif en termes d'énergie, en termes de gaz par exemple. C'est là peut-être la différence qui... donc ça va nous donner encore plus d'avantages. On peut y aller vers des avantages compétitifs par rapport à l'exploitation de ce secteur. Si vous me permettez, parce que le temps passe très vite, si on peut passer à un autre grand projet minier sur lequel l'Algérie mise également, c'est le gisement du zinc plomb de Tala Hamza dans la commune d'Amizor Abjaya, dont la première pierre a été posée en novembre dernier. Donc il est aussi un projet important pour la région, pour le développement aussi d'un
tissu industriel, création de l'emploi aussi dans cette même région de Ouadamizour. C'est une valeur ajoutée aussi pour l'économie nationale. On regarde d'abord ce reportage signé Raouf Hamouch et on revient tout de suite après pour en parler. Lors de ces montagnes imposantes, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Béjaïa, d'importantes ressources naturelles ont été découvertes, notamment entre les communes d'Amizour et de Tala Hamza, où se trouve l'une des plus importantes réserves mondiales de zinc et de plomb. Sur le terrain, tout s'accélère pour son entrée en exploitation et dans les délais impartis. L'opération de recensement pour l'indemnisation des propriétaires de terres ayant fait l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique a déjà commencé. Nous avançons à une très bonne cadence. L'opération de recensement des propriétaires de terres qui seront indemnisés après l'expropriation pour utilité publique est toujours en cours. Le secteur minier occupe une importante part du plan d'action du gouvernement. Ce projet d'envergure apportera une plus-value à l'économie nationale. Je voudrais aussi rassurer tous les propriétaires des terres concernées par l'expropriation qu'une enveloppe financière a été allouée pour leur indemnisation. De nouvelles spécialités seront enseignées au centre de formation professionnelle dans les communes concernées pour répondre aux besoins du marché de travail local après le lancement de l'exploitation de la mine Oued Amizour. Grâce à un partenariat fructueux entre la filiale Sonarem et la wilaya de Béjaïa, il sera question prochainement de former des cadres et techniciens dans le domaine minier, notamment avec le lancement de l'exploitation du gisement zinc-plomb de Oued Amizour. Un projet phare et stratégique, accompagné de nombreuses infrastructures de base et des ouvrages d'art qui offrent d'importantes opportunités pour la création de richesses et d'emplois dans la région. Avec des réserves de 34 millions de tonnes pour une production annuelle de 169 000 tonnes de concentré de zinc et 30 000 tonnes de plomb, l'exploitation minière de Oued Amizour permettra de créer près de 800 emplois directs et 4 000 emplois indirects. Alors du zinc et du plomb en plein centre de Béjaïa à Oued Amizour, c'est un gisement important. Il va être exploité avec bien sûr une réserve estimée à 34 millions de tonnes entre les deux minerais. C'est une extraction de 2 millions de tonnes prévues par an avec 170 000 tonnes de concentré de zinc et 30 000 tonnes de concentré de plomb. Qu'est-ce que cela représente pour un secteur, pour le secteur minier, d'exploiter, de réussir un peu à intervenir sur cette mine qui a connu quelques retards, mais aujourd'hui la machine est en route? Ça représente beaucoup, parce que après l'indépendance, nous étions producteurs de métaux de base, de zinc et de plomb, à partir des gisements algériens, Al-Abed et autres gisements, Kharzit Youssef, comme l'a dit mon ami tout à l'heure, Shabet al-Hamra, pas mal de petits gisements qui étaient en exploitation. Aujourd'hui, si on fait le point, il y a un seul petit gisement qui est en exploitation au niveau de la région d'Ain Azel. C'est rien. Donc, comme nous avons découvert ce gisement en 1989-90 par nos propres moyens. Donc c'est post-indépendance. Il faut le souligner, c'est très important. C'est un gisement qui a été découvert par l'Algérie et nous en sommes fiers. Nous sommes les découvreurs de ce gisement. C'est un gisement important qui a une place importante dans l'échelle mondiale. Je ne veux pas donner un chiffre, mais il est très bien situé. On peut aller jusqu'à 4 à 5 places. 4e et 5e place dans le monde. C'est un gisement très important sur lequel nous l'avons découvert par des fonds algériens, des spécialistes algériens, et c'est une fierté pour nous de le mettre en valeur. Moi-même, je suis très content aujourd'hui d'avoir survécu à cette période pour assister à son ouverture. Ce projet-là me tient beaucoup à cœur, il nous tient beaucoup à cœur au ministère. Vous avez donné les chiffres tout à l'heure de 34 millions de tonnes de réserves exploitables sur une ressource de 54 millions de tonnes. Si demain les cours augmenteraient, on peut encore puiser de 54 quelque chose encore. Donc, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, nous avons commencé le lancement de ce projet, nous avons posé la première pierre. Nous sommes en phase de terminer les travaux d'identification par le géomètre qui a atteint 80%. Il a fait un excellent travail qui est en achèvement. Et Inch'Allah, d'ici le 30 janvier, nous allons commencer à lancer cette opération, ce que nous demandent les autorités, nos autorités, pour indemniser les gens et commencer tout de suite les travaux. Oui.
commencer tout de suite les travaux. Oui. Pourquoi commencer tout de suite les travaux? Nous avons un échéancier de 1er janvier 2026, on devrait faire sortir les premières tonnes de minerais. L'avantage qu'on a pour ce gisement, c'est un gisement qui est caché. Et la méthode que nous avons retenue, c'est la méthode la plus appropriée. Parce qu'au début, le partenaire nous avait proposé une méthode qui ne nous arrangeait pas. Nous l'avons refusée. Et nous avons bien fait. Pourquoi? Parce que nous, on a un souci, c'est la protection de notre environnement. Justement, la question de la protection de l'environnement, elle est importante parce que c'est un site minier qui est dans une région habitée. Donc, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, le souci de la protection de l'environnement est placé comme une priorité? Je vous confirme, la priorité des priorités. Et nous sommes engagés. L'État algérien s'est engagé, les autorités locales sont engagées, le partenaire s'est engagé. À titre d'indication, je vais vous terminer pourquoi la méthode que nous avons choisie, c'est la méthode adéquate. Cette méthode de remblayage descendante, c'est-à-dire quoi? On exploite, on enlève le minerai, on fait monter le minerai, on le traite, mais on remblaye, on remet les déchets, de 70 à 75% de ces déchets sont revenus dans la galerie, évidemment en ajoutant du ciment et de la pouzzolane. Donc c'est pour ça que ça a un avantage pour la protection de l'environnement. Et puis l'autre procédé que nous avons retenu, c'est le séchage. Donc il n'y a pas d'oxygène, donc cette méthode est la plus appropriée pour d'abord exploiter et préserver l'environnement. C'est un gisement qui est caché, en surface il n'y a rien, il n'y a que les usines. C'est tout. La mine, elle est en bas. Elle est souterraine. Elle est souterraine, donc elle est... et même, comment dirais-je, dans le budget d'investissement, dans le plan d'investissement, nous avons prévu avec le partenaire 25% de l'investissement pour la protection de l'environnement et de la santé publique. Est-ce qu'on peut parler du chiffre qui a été consacré pour l'exploitation du projet, pour se rendre compte un peu de ces 25%? Alors, c'est clair. Le projet prévoit l'investissement de 470 millions de dollars. Donc, faites vos comptes. Donc 25% sont dédiés à la protection de l'environnement et de la santé publique. Nous-mêmes, on n'accepte pas qu'on touche à la santé publique ou à notre environnement. Donc nous tenons et nous allons tenir, Inch'Allah, nos engagements. Oui. Voilà. Monsieur Mouloudi Saad, la mine d'Amizour, c'est un site qui vous a intéressé depuis longtemps? Oui, je l'ai connu depuis le début. Depuis que j'ai commencé mes études dans le domaine de la géologie minière, j'ai entendu parler de ce projet. Pour reprendre un peu dans la continuité de M. Houfani sur les aspects environnementaux, il faut savoir que l'industrie minière, c'est l'industrie la plus génératrice de déchets. En termes de quantité de déchets, aucune industrie ne peut générer ce que génère l'industrie minière. Et quand je parle de déchets, c'est pas vraiment un terme qui est pertinent parce que c'est pas vraiment des déchets. Les déchets miniers, c'est des résidus. C'est de la roche. C'est des résidus. Oui. Ça dépend. Il y a plusieurs familles. Il y a des résidus de traitement, il y a des résidus d'exploitation. C'est pas les mêmes. Mais ça reste de la roche. Donc on utilise le terme déchets, mais en réalité, il faut pas. C'est mal connoté le terme déchets. Donc on préfère dire que, en quelque sorte, c'est des déchets rocheux. Donc ça, c'est la première problématique dans tout projet minier. Le projet minier génère des déchets. Deuxième particularité du projet d'Amizour, c'est qu'il est situé au nord de l'Algérie. Il est situé dans une zone pluvieuse. Et il faut savoir que l'eau, c'est un agent très important dans les réactions qui peuvent susciter, générer de la contamination et tout ça. Donc, et troisième point aussi, c'est que la problématique la plus étudiée dans le domaine de l'environnement minier, c'est ce qu'on appelle le drainage minier acide, c'est-à-dire l'émergence d'une eau, ça peut être à partir des déchets ou bien de la mine elle-même, qui est acide et donc très riche en métaux potentiellement contaminants. Donc ça, c'est les problématiques qui sont posées. Dans le cas d'Amizour, pour le moment, j'ai eu la chance aussi d'avoir des extraits de cette étude. Les méthodes qui ont été
proposé, c'est deux choses qui vont se faire en parallèle. La première est un séchage, comme a présenté M. Oufani. Ça, c'est ce que j'ai vu dans l'étude. Espérons que ce soit la même chose au cours de la réalisation, parce que c'est des méthodes très innovantes. Donc la première, c'était le séchage. Le séchage, comme son nom l'indique, c'est-à-dire on récupère l'eau. Quand on récupère l'eau, on bloque la plupart des réactions de contamination, de libération des métaux lourds. On parle surtout du plan. Le plan, tous les métaux. Il faut savoir que le plan, d'ailleurs, beaucoup de gens parlent du plan d'Emizour, sauf que l'objet de la mine, c'est de récupérer le plan. C'est pas de le disperser dans la nature. On va le récupérer. Donc c'est tout à fait logique. Donc ce qui est problématique, c'est plutôt ce qu'on appelle les sous-produits, tout un cortège, parce que les métaux ne sont pas, ce qui forme un gisement, ne vient pas seul. Il y a tout un cortège qui va avec, sur 3, 4, 5, 6 éléments, seulement 200 rentable, à savoir le plomb et le zinc. Donc je reviens, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la première partie c'était le séchage. La deuxième partie c'était le remblayage souterrain. Le remblayage souterrain implique un confinement de ces déchets à l'aide de béton, de ciment, et donc quand on confine, on élimine l'oxygène et on bloque les réactions. Donc c'est la solution qui a été adoptée pour ce projet-là. Donc si on prend un peu le résumé de ce que je viens d'entendre de vous deux, enfin on peut rassurer un peu nos téléspectateurs sur l'exploitation minière tout à fait saine, c'est-à-dire que nous sommes dans une exploitation saine et qui ne représenterait peut-être un potentiel risque, un léger potentiel risque sur l'environnement de la localité. Au fait, déjà, il faut que aussi toutes les populations comprennent que déjà le risque fait partie du jeu. Un risque, ça se gère. Si tout projet industriel est mis aux oubliettes parce qu'il y a un risque, on ne fera jamais rien. Il faut savoir que les solutions existent dans le domaine minier. Innovantes. Oui. Je prends juste ce qui se fait au Canada, par exemple, ou bien en Australie, dans plein de pays. Il y a beaucoup de solutions qui sont développées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines sont déjà dans l'étude qui a été proposée. Donc, au stade actuel des choses, selon l'étude qui est disponible, on peut dire que les études sont vraiment pertinentes. Maintenant, l'application sur le terrain, il appartient à la population de suivre l'évolution des choses. Je voudrais vous faire réagir, monsieur Achir. Je peux ajouter un mot. Allez-y, mais rapidement, parce qu'on doit passer au phosphate, parce que c'est tout aussi important. Attendez, non, parce que mon ami a parlé d'une chose et je suis tout à fait d'accord. Il n'y a que le plomb et le zinc. Il n'y a pas de sous-produits, coproduits là-bas. Il n'y a pas. Donc, il faut... On a analysé, il n'y a rien. Pour être clair. Monsieur Achir, la mine d'Amizour a représenté, il y a eu beaucoup de polémiques un peu sur la méthode d'expropriation qui a posé peut-être quelques problèmes pour la population, mais en même temps, nous sommes aujourd'hui dans une phase de solution, c'est-à-dire que la mine va entrer en fonction. Qu'est-ce que cela va apporter pour le tissu d'emploi dans la région et qu'est-ce que cela pourrait apporter comme bienfait économique pour la région sur place ? Et sans aucun doute qu'il va créer un impact très positif pour le développement local de la région d'Amizour, mais aussi de toute la wilaya de Béjaïa, puisqu'il y a déjà 800 emplois directs qui vont être créés, 4000 emplois indirects, donc il y a tout un réseau de services qui va se développer, donc il y a un effet d'entraînement pour d'autres activités qui vont, des activités de services, restauration, transport, et puis pour le développement national, c'est aussi une matière première qui est nécessaire pour l'industrie. Donc on ne va pas rentrer dans le technique, mais il est indispensable pour développer une industrie nationale intégrée. Donc je pense que l'impact est très positif pour le développement local et pour créer justement de l'emploi pour cette jeunesse qui n'a pas assez c'est-à-dire peut-être d'opportunités. Donc c'est des projets d'industrie et de mines qui créent des emplois durables. Donc ça c'est indéniable. C'est indéniable. Et puis quand on voit que 25% du coût du projet sera consacré pour des questions de protection de l'environnement. Donc là déjà, on relève quand même cette responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. C'est un engagement de l'État aussi. C'est un engagement de l'État. Donc je pense que l'État il a déjà sa politique publique pour défendre les questions de l'environnement et de la protection de l'environnement. Et bien sûr,
et de la santé humaine aussi. Donc l'État est là, et il y a des normes nationales. Et puis, puisque c'est avec aussi l'évolution de la technologie, etc., donc il y a quand même beaucoup de solutions qui règlent un peu ces questions de l'environnement. Alors, le projet d'Amizour, donc c'est un projet qui est important. On parle également ce soir des mines, et comment parler des mines sans parler du phosphate. Alors le phosphate, c'est aussi un méga projet qui avance à grands pas aussi dans notre pays, notamment avec l'exploitation du gisement de phosphate de Bled el-Hadba, à Tbessa, transformation chimique de phosphate à Oued el-Kibrit à Souk Haras, fabrication d'engrais également à Hadjar Soud dans la ville de Skikda. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport au phosphate? Par rapport à ce grand projet structurant qui nous tient à cœur, si on a créé un couloir économique dans le sud-ouest dont vous avez parlé tout à l'heure, on veut créer un autre couloir économique dans la partie est du pays. En lançant ce projet-là intégré. Donc, qui consiste tout d'abord à mettre en valeur le gisement de Bled el-Hadba de phosphate que nous avons, nous, découvert l'Algérie aussi. Le phosphate était connu à Djebel Aouk. Adjmi, et nous avons découvert Kef Sennoun et Bled el-Hadba. L'Algérie a découvert ces gisements. Et nous les avons étudiés sur les fonds algériens. Donc, c'est aujourd'hui l'occasion ou jamais de lancer ce projet et de nous placer sur, disons-le, pas l'après-pétrole, mais faisons quelque chose avec le pétrole. Mais en termes de potentialité, j'arrive. Alors, en termes de potentialité, nous avons un potentiel évalué, estimé et correspondant à la norme internationale JORC de 2 milliards de tonnes. Dans Bled el-Hadba, on a à peu près 1 milliard de tonnes. Donc, le projet va concerner 1 milliard de tonnes, qui consiste à exploiter annuellement 10 millions de tonnes de phosphate rock que nous allons traiter sur place à Bled el-Hadba et que nous allons récupérer 6 millions de tonnes de concentré à 30% de P2O5. Et nous allons avec ça, à Oued el-Kibrit, fabriquer de l'acide phosphorique. Et nous allons fabriquer de l'acide sulfurique. Le soufre, malheureusement, nous allons l'emporter parce que nos travaux de recherche n'ont pas encore abouti à la mise en évidence d'un gisement de soufre pour être indépendant. Et nous allons le faire. Nous allons continuer la recherche. Donc, les 6 millions de tonnes vont nous permettre de fabriquer 1,5 million de tonnes d'acide phosphorique qui vont nous permettre de fabriquer 4 millions de tonnes annuellement d'engrais composés, c'est-à-dire les DAP, les MAP qui sont demandés par l'agriculture chez nous et par le marché international. Parmi ces engrais, nous allons faire des formulations de NPK. Donc voilà, ça va nous donner 4 millions de produits. C'est stratégique pour nous, bien sûr. Très stratégique. Pour nous débarrasser un peu de cette dépendance vis-à-vis de l'étranger concernant les engrais. Tout à fait, vous avez raison. Alors c'est un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps et nous avons créé la société mixte. Nous sommes en train de travailler sur les études. Le chemin de fer est en train de se construire, les voies sont en train de doubler, les accès. Tout est mis en branle. Tout est mis en branle. Alors ce projet-là... Est-ce qu'il y a des deadlines? Est-ce qu'il y a des deadlines, des échéances Si, il y a les échéances. Normalement, en 2026, on devait commencer à produire les premières tonnes. Voilà. Alors l'emploi, je ne parle pas, on laisse après. Bah, écoutez, on parle, puisque c'est le dernier sujet qu'on va aborder. Alors on parle emploi. Oui, allez-y. Tout à l'heure, pour l'emploi, pour Garaji Billet, si vous permettez, j'ajoute un mot, parce que c'est très important. Brièvement, pour laisser la parole à M. Issad aussi, pour parler du phosphate, parce qu'on avait parlé aussi de Garaji Billet avec la... Il n'y a pas de souci. Donc, oui. Alors, pour Garaji Billet, pour la première phase, ce sont 13 000 emplois qui vont être créés, et 5 fois 13 000 en indirect. Très bien. Pour le phosphate, c'est 4 000 emplois en direct et 4 à 5 fois multipliés en indirect. En indirect. D'accord. Monsieur Issad Mouloud, également pour les gisements de phosphate dont on vient de parler. Je vais essayer de faire un peu de pédagogie sans tomber dans le discours scolaire, juste parce que je trouve que le phosphate, le projet, que ce soit le projet, la production, tout ce qui est lié au phosphate est mal connu, parce qu'on entend parler de beaucoup de choses, de terres rares, de lithium, d'or, de plein de choses,
Sauf que les ressources ne sont pas évidentes. À l'inverse du phosphate. Le phosphate, il faut savoir, c'est-à-dire un gisement de phosphate, c'est du phosphore. Le phosphore est considéré par plein de pays comme un métal critique. C'est-à-dire qu'il est, à l'heure actuelle, il est impossible d'avoir une agriculture à haut rendement sans engrais et donc sans phosphate. Donc le phosphate est extrêmement stratégique et critique pour plein de pays. Il faut savoir que le phosphore est à la base des plantes, des principaux êtres vivants. Donc il est impossible de faire sans pour l'agriculture. L'agriculture moderne actuelle qui a permis d'atteindre la démographie que nous avons aujourd'hui est basée sur les engrais phosphatés. Donc les engrais phosphatés, c'est quelque chose d'extrêmement stratégique, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que si c'est stratégique, c'est-à-dire qu'on utilise le terme stratégique quand une ressource se distribue dans une aire géographique très restreinte sur quelques pays. Il faut savoir que 88% des réserves mondiales de phosphate sont dans quelques pays, dont l'Algérie. Donc, vraiment, l'aspect stratégique est extrêmement important. Autre point, il faut savoir que toute matière première a obligatoirement, on appelle ça un pic de production. Le pic de production du phosphore, bien sûr, les études peuvent varier, mais actuellement on parle de 2080 à 2090. Donc d'ici 2090, il va commencer à y avoir les premières tensions sur l'alimentation de l'industrie, de l'agriculture, en engrais phosphatés. Donc on voit très bien comment le phosphore risque de poser pour plein de pays un réel problème pour leur agriculture. Donc ce projet-là revêt certes d'un intérêt économique. Donc c'est bon pour nous. C'est excellent, oui. À une condition. Alors, une condition, c'est d'aller vers la transformation. Oui. Pour donner un chiffre simple, si je reviens au chiffre de 2021-2022, un phosphate brut vendu sur le marché, bon, c'est des chiffres qui peuvent varier bien sûr, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Oui. Un ordre de grandeur, c'est du $250 la tonne brut. Transformé, DAP, le phosphate qu'on dit DAP, il peut arriver jusqu'à 900 à 950. Vous voyez, donc on est sur une différence de 3 fois jusqu'à 4 fois le prix. Exactement. Oui. Donc il y a l'aspect stratégique à prendre en compte, l'aspect non renouvelable, parce que le phosphore, c'est-à-dire c'est un gisement de phosphore en réalité, c'est en quelque sorte des êtres vivants. Ce n'est pas comme les métaux. Il est organique, il est lié à la matière organique. Donc même sur l'échelle des temps géologiques, un gisement de phosphate ne se renouvelle pas de la même manière. C'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, pendant très longtemps, l'exploitation, le phosphate, était issu de ce qu'on appelle les guanos des oiseaux en Amérique du Sud et tout ça. Donc, on ne connaissait pas ça. On ne savait pas traiter. Nous, le point le plus important aussi pour cette industrie, c'est l'énergie. On en a parlé tout à l'heure. C'est que nous pouvons utiliser l'énergie qu'on a pour la transformation. Mais le point essentiel à prendre en compte, c'est que pour que ce projet soit vraiment intéressant, pour qu'il soit rentable et pour lui donner cette portée stratégique, il faut aller vers la transformation. Parce qu'en termes de gains pour le pays, c'est complètement différent, c'est autre chose. Monsieur Hachir, on va terminer avec vous parce que nous n'avons plus le temps. Et je termine avec la transformation. La transformation, c'est tout un écosystème qui va se développer, donc c'est une grande valeur ajoutée. Et aussi, il y a la recherche universitaire qui complète tout cet effort de développement national. C'était une question qui était prévue, malheureusement, nous n'avons pas le temps. C'est-à-dire que l'implication de l'université, des universitaires comme M. Saad et M. Houfani, on en a appris beaucoup avec vous aujourd'hui sur le secteur minier. Oui, justement, quand il souligne que ces découvertes post-indépendance, c'est une fierté nationale, donc c'est la recherche universitaire nationale. Donc il faut continuer cette prospection et cette exploration. Il faut y aller vers la transformation nationale, surtout le phosphate. Il a été bien expliqué par notre ami Saad. Donc c'est une question de sécurité alimentaire aussi. Et maintenant, c'est un enjeu mondial. Alors, un dernier mot. Je vous laisse un dernier mot avec M. Mouloud. Un dernier mot, je voudrais ajouter qu'il y a un deuxième projet phosphate aussi dans la région de l'Est. Il sera installé à la Ouina. C'est un projet qui va se faire entre les deux groupes publics, Asmidal et Sonarem, qui consiste à fabriquer des produits de phosphate pour la nutrition animale et végétale. C'est des produits qui sont importés entièrement. Et nous allons lancer ce projet d'un investissement de 400 et quelques millions de dollars qui vont créer 700 emplois. Mais nous allons au démarrage utiliser du phosphate
du gisement de Kef Sennoun, dans le cadre du développement de Somifos, pour atteindre les 4 millions de tonnes. Donc on va puiser de ce volume pour fabriquer au démarrage à peu près 100 000 tonnes de TSP, 100 000 pour les tonnes besoins internes. pour les besoins internes, parce qu'on les importe entièrement. Et cela relève de toute l'importance qu'accorde L'intégration. justement pour l'agriculture nationale. L'agriculture nationale, la transformation, l'intégration. Très bien. Un dernier mot pour vous avant de clore? Oui, c'est pour revenir sur la recherche universitaire dans ce domaine. La plupart des laboratoires qui activent dans le domaine des sciences de la Terre travaillent en quelque sorte comme précurseurs à l'industrie. On peut travailler sur certaines problématiques, sur certaines questions qui ne posent pas actuellement problématiques au point de vue scientifique. Donc il est très important d'accompagner cet effort qui est fait dans le domaine, dans l'industrie minière, par aussi un financement de la recherche dans le domaine des sciences de la Terre, afin de pouvoir trouver des solutions vraiment, que ce soit pratique ou bien dans le fondamental. Juste pour donner un exemple, on parle tout le temps des terres rares. Il faut savoir qu'au moment où dans le monde on commençait à travailler sur les terres rares, il y a plusieurs décennies, on était très loin de connaître les applications industrielles qu'ils ont aujourd'hui. Pendant les années 50, on ne s'imaginait pas qu'on allait avoir des smartphones. Oui. Idem pour la recherche actuellement. Donc il est très Et la bombe important. atomique américaine aussi. Donc il est très important actuellement de financer les travaux de recherche pour les scientifiques, pour pouvoir vraiment aller vers des thématiques beaucoup plus intéressantes. Eh bien, je vous remercie messieurs d'avoir animé ce débat avec moi et de nous avoir appris beaucoup de choses sur le secteur minier. J'imagine que pour nos téléspectateurs aussi ont pu découvrir avec nous cette richesse dont regorge notre pays. Merci encore une fois d'avoir été nos invités ce soir et je vous souhaite une excellente soirée avec la suite des programmes de Canal Algérie. C'est bon.